Dans l'histoire récente du football, on essaie souvent de mettre en avant les joueurs qu'on qualifie de sous-cotés, c'est-à-dire ceux qui mériteraient peut-être une plus grande reconnaissance du public. Ce sont principalement des joueurs récents qui font encore l'actualité. Mais aujourd'hui, on va essayer de revenir un peu plus en arrière pour évoquer des joueurs qui n'ont rien de sous-coté, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais des joueurs qui sont tombés un peu dans l'oubli avec le temps. Des joueurs remarquables et remarqués à leur époque, des figures de la grande histoire du football. C'est parti. Thomas Nkono est peut-être le plus grand gardien africain de l'histoire. Né au Cameroun en 1955, le gardien a fait les beaux jours du Canon Yaoundé d'abord, de l'Espagnol Barcelone pendant près de 10 ans, et bien sûr de la sélection camerounaise. Pas forcément très grand par la taille, Nkono l'était surtout par le talent et par l'empreinte qu'il a laissée dans le football mondial. Toujours vêtu d'un survêtement, toujours bien calé sur sa ligne, Thomas Nkono a dégoûté les attaquants adverses, a marqué les esprits par ses réflexes de dingue, cette présence, ses appuis et tous ses arrêts qui ravissaient les spectateurs, parfois à la limite de l'irrationnel. En plus de ça, au cours de toute sa carrière, le gardien camerounais a bien rempli son armoire à trophées. Une Coupe d'Afrique des Nations, 2 Coupes des clubs champions africains, 2 Ballons d'or africains, 5 titres de champion du Cameroun, une finale de Coupe UEFA et 3 Coupes du Monde disputées. Nkono est une véritable légende au Cameroun, et encore, le mot n'est peut-être même pas assez fort, et fut à l'époque une source d'inspiration pour plein de jeunes gardiens, notamment monsieur Gianluigi Buffon. Hey. Loro sono stati veramente dei punti di riferimento importanti per tantissime persone. Si chiama Luis Thomas e il nome Thomas una sorta di ringraziamento, perché probabilmente se sono quello che sono diventato lo devo proprio a questo tipo di folgorazione che ho avuto. Révélé avec le Canon Yaoundé, mais surtout lors du Mondial 82 avec les Lions indomptables, Nkono a donc passé une grande partie de sa carrière en Catalogne, où il fut titulaire indiscutable dès sa première saison, et ce pendant les 9 années là-bas. Bien avant Carlos Kameni ou Yacine Bounou, le championnat espagnol a pu profiter de ce gardien spectaculaire, capable de capter n'importe quel ballon, un gardien qui dégageait une vraie passion sur le terrain. Decía que uno de los grandes nombres actualmente dentro del fútbol en España, un caballero que vino de muy lejos, que se llama Tomás de nombre y de apellido Nkono. Bienvenido, Nkono. On retiendra quand même la déception du Mondial 90, Nkono n'ayant pas réussi à stopper les 2 pénaltys de Gary Lineker. Le rêve d'un dernier carré en Coupe du Monde s'est envolé. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé en vidéo d'un gardien, donc qui de mieux que l'un des plus iconiques de l'histoire pour relancer un peu la tendance. Thomas Nkono était surnommé le Chat Noir, un gardien mythique que l'Italie du coup peut remercier et que le monde du football en général ne doit pas oublier. Si je vous parle de Diego Maradona, vous allez penser forcément à l'Argentine au Napoli ou à Boca Juniors, mais peut-être un tout petit peu moins à son passage au FC Barcelone. Et bien justement, quand Dieguito portait le maillot des Blaugrana, il était associé en attaque avec l'Allemand Bernd Schuster, un milieu offensif génial qui a passé presque toute sa carrière à jouer dans le championnat espagnol. Révélé au FC Cologne de 78 à 80, mais surtout lors de l'Euro remporté par les Allemands contre la Belgique, Bernd Schuster signe au FC Barcelone et va rester pendant 8 ans en Catalogne avant de passer chez l'ennemi au Real Madrid, puis chez l'autre ennemi, chez les Colchoneros. L'Allemand était un joueur particulièrement élégant qui driblait avec les épaules bien hautes, qui lisait parfaitement le jeu et qui a fait du coup franc l'une de ses grandes spécialités. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Numéro 10 créateur ou meneur de jeu un peu plus reculé, souvent buteur aussi, que ce soit après une belle action individuelle ou sur une volée bien claquée, Bernd Schuster fait partie de ces joueurs qu'on pouvait mettre un peu partout au milieu et qui apportait forcément quelque chose. Vraiment, c'était un joueur magnifique à voir sur un terrain. C'était le gars qui alliait parfaitement l'élégance, la créativité et la spontanéité d'un numéro 10 et le charisme d'un vrai capitaine. Ich denke, es war meine Pflicht als Kapitän und Spieler der Mannschaft, der ich ja immer noch bin, dass ich an der Stelle bin, wo ich sein muss. Bon, je dis l'élégance, mais la moustache, c'était pas forcément nécessaire. Voilà pour la présentation générale du joueur, mais c'est loin d'être fini car Schuster a quelques anecdotes de carrière
plus ou moins croustillantes. Déjà pour commencer, il a été 3 fois sur le podium du Ballon d'Or, dont une deuxième place en 1980, alors qu'il avait seulement 20 ans. Pourtant, il ne compte que 21 sélections avec la Mannschaft. Et oui, Bernd Schuster, malgré son immense talent, n'aura participé à aucune Coupe du Monde avec les Allemands, la première fois blessé en 1982, la deuxième fois absent en 86 car il avait déjà décidé de prendre sa retraite internationale. L'histoire est un peu longue forcément, mais en gros il aurait été évincé de la sélection la première fois pour avoir refusé de participer à une soirée avec toute l'équipe car il n'aimait tout simplement pas ses coéquipiers, mais aussi une deuxième fois car il avait refusé un déplacement avec la Mannschaft pour aller assister à la naissance de sa fille. Les Allemands, finalistes en 82 et en 86, ont donc fait tout ce chemin sans le triple podium du Ballon d'Or. Ah oui, et quand je vous dis blessé en 82, c'était pas une petite bronchite, c'était à cause d'Andoni Goicoechea, le même qui avait fracassé la cheville de Diego Maradona. Hombre, te digo una cosa, yo he preferido jugar con él, no enfrentarme a él, pero yo tuve la suerte de jugar con él 2 años en Barcelona, pero enfrentarme era por la amistad, ¿no? Bernd Schuster a fini sa carrière tranquillement au Bayer Leverkusen, avec ce petit goût d'inachevé car pour un joueur aussi talentueux, aussi fort, aussi classe dès son plus jeune âge, on aurait pu espérer mieux, à cause des blessures, des engueulades et à cause aussi d'un comportement parfois compliqué à gérer. Bernd Schuster n'aura jamais vraiment eu toute la reconnaissance qu'il méritait. Bon, au moins il a gagné 1 euro, chose que l'équipe de France n'a pas fait depuis maintenant 23 ans. Et justement, il est temps pour moi d'introduire le partenaire de cette vidéo, Betclic, l'application numéro 1 pour suivre et pour parier sur tous les matchs de l'équipe de France. Ce soir, nos Bleus reçoivent la Grèce pour les qualifs de l'Euro, et si vous pensez que le match va finir sur une victoire grecque comme en 2004, ou sur une victoire très large des Bleus comme en 1958, toutes les cotes du match sont disponibles sur Betclic. Je partirai plus sur le nombre de buts marqués ou sur un combo victoire de l'équipe de France et plus de 2,5 buts. La cote est plutôt intéressante. J'ai hâte de voir ce que nos Bleus vont faire ce soir, c'est les qualifs donc ça devrait envoyer du but. Mais comme d'habitude, avant de vous parler de l'offre de bienvenue, j'insiste encore une fois sur le fait que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, on commence par là, et qu'ils présentent de vrais risques financiers. Pariez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important, car la pratique des paris sportifs, vous le savez, reste dangereuse. Pour ceux qui veulent parier sur les qualifications à l'Euro et sur toutes les compétitions qui arrivent, allez faire un tour sur Betclic avec une très belle offre de bienvenue. Grâce au code CONTES, C-O-N-T-E-S, vous avez jusqu'à 100 € de paris remboursés en freebet, c'est-à-dire en crédit de jeu non retirable si le premier pari est perdant. Que ce soit les qualifs justement, la saison sur gazon de tennis ou bientôt sur le Tour de France, vous pouvez faire un tour sur le site ou sur l'application. Merci à Betclic de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous on se retrouve dès maintenant avec le 3e joueur. C'est sûrement le joueur le moins célèbre de cette liste. Nous sommes en plein milieu des années 70, la sélection polonaise est médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Munich en 72, médaillée d'argent à Montréal en 76 et 3e de la Coupe du Monde en 74. En gros, la Pologne à l'époque est l'un des poids lourds du football mondial et le maître à jouer de cette équipe, le milieu offensif de cette formidable sélection, ce n'est autre que Kazimierz Dejna, légende absolue du Legia Varsovie, 3e du Ballon d'Or 74 derrière les deux monstres que sont Cruyff et Beckenbauer. Le Polonais a marqué sa génération et a marqué son pays, élu en 94 par ses compatriotes comme étant le plus grand joueur polonais de l'histoire. On parle ici d'un meneur de jeu par qui tous les ballons passent, d'un joueur qui aimait avoir le ballon dans les pieds, qui savait organiser le jeu de son équipe, capable évidemment de marquer d'un peu partout, pied droit ou pied gauche. Dejna jouait un football libéré, un peu au ralenti, un football de cours de récré avec des petits ponts, beaucoup de petits ponts et quelques corners rentrants. Je vous le disais, les Polonais sont champions olympiques en 72 avec un Dejna meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. À l'époque, le milieu est tellement dominant que tous les clubs européens le veulent. Saint-Etienne, le Milan, le Bayern ou le Real tentent de le recruter, mais en pleine guerre froide, le régime communiste l'empêche d'aller jouer pour un club de l'Ouest. Il faudra attendre 1978 pour le voir quitter définitivement sa Pologne natale. Après 12 ans passés à Varsovie, Dejna continue sa carrière à Manchester City, transféré contre environ 130 000 € et un peu de matériel de bureau. C'est pas l'info de l'année, je vous l'accorde, mais je trouvais ça rigolo d'envoyer des agrafes et des imprimantes
en échange de l'un des meilleurs joueurs de l'époque. Il passera seulement 2 saisons en Angleterre, mais partira de là-bas comme une légende, après avoir sauvé le club de la relégation à la fin de la saison 79, en marquant plusieurs buts importants. Une dernière pige aux États-Unis, dans les pas toujours de Cruyff et de Beckenbauer, avant d'annoncer la fin de sa carrière en 1987. Deina de 25 mètres, tire, but, une faute de Carnu, but des Polonais, Deina, le numéro 8. Kazimierz Deina n'est pas le nom le plus connu de l'histoire du football, et au vu de tout son talent et de son style de jeu qui a marqué son époque, il a tout à fait sa place dans cette vidéo. On part dans le sud de l'Amérique cette fois-ci, toujours vers les années 70, pour évoquer celui qui a été élu comme étant le meilleur défenseur sud-américain du XXe siècle. Il s'appelle Elias Figueroa, il est chilien, et dégageait quelque chose de vraiment particulier sur le terrain, une présence, un charisme, une influence sur tous ses coéquipiers. Capitaine du Chili lors de 3 Coupes du Monde, légende dans son pays et 3 fois meilleur joueur sud-américain de l'année, le parcours de Figueroa, pour autant, n'aura pas toujours été facile. Souffrant de problèmes de santé, notamment d'asthme et de diphtérie, le jeune Chilien tente de s'en sortir grâce au football en jouant gardien, puis attaquant, puis milieu, puis finalement défenseur, un poste qui lui allait à merveille. Aussi spectaculaire que rassurant, se jetant corps et âme dans les pieds de ses adversaires, Elias Figueroa était aussi doué avec le ballon, faisant office souvent de premier relanceur. Du haut de son mètre 86, il excellait dans le jeu aérien et semblait voir tout avant tout le monde. Du côté de sa carrière, le joueur est toujours resté en Amérique du Sud, au Chili bien sûr, mais aussi en Uruguay pour le Peñarol à Montevideo, puis au Brésil pour l'International de Porto Alegre. Il remporte là-bas le titre de champion du Brésil en 75 en marquant le but primordial en finale. Courtisé évidemment par toute l'Europe, notamment en Espagne, celui qu'on surnommait la perle du Pacifique est toujours resté pas très loin de chez lui. Pour chaque club, pour chaque équipe dans laquelle il a joué, c'était lui le capitaine, la question ne se posait même pas. Voilà pourquoi Elias Figueroa a tout à fait sa place dans cette liste, vu son impact et vu l'empreinte qu'il a laissée en Amérique du Sud, un joueur qu'on a souvent comparé à Pelé, rien à voir évidemment avec leur style de jeu, mais parce qu'ils se sont affrontés plusieurs fois. Les deux hommes ont d'ailleurs toujours été très proches, au contact sur le terrain et fort d'une réelle amitié en dehors. Era complicadísimo, para mí el mejor de todos los tiempos lejos, realmente. Decía Chita, Chita, si somos amigos afuera de la cancha, ¿por qué no me deja jugar un poquito? Voilà pour l'histoire rapide du plus grand joueur chilien de l'histoire. Pour résumer tout ça et pour comprendre un peu plus l'aura autour du défenseur, on va conclure avec cette phrase toute simple de Franz Beckenbauer qui disait « Je pense être le Figueroa européen ». Allez, on va se faire un petit plaisir, surtout pour les supporters du Paris Saint-Germain, en parlant du grand Safet Sušić. On m'avait dit dans les commentaires de l'épisode 1 de parler d'un joueur yougoslave, et même s'il y avait un peu de choix, avec Dejan Savicevic ou Zvonimir Boban par exemple, le profil de Sušić, son comportement, son style, sa vision du jeu, font que j'ai préféré me tourner vers lui. Encore une fois, on est très loin d'un joueur de résultat, d'un joueur de palmarès, non. Safet Sušić, c'était un numéro 10 incroyable, un joueur qui jouait un football d'instinct, d'émotion, un football à 2 vitesses, entre génie et nonchalance. Sušić, prise avec Caricola, oh là là, c'est bien fait. Au festival technique, contrôle derrière la jambe et typo sur Gentile. Né en Yougoslavie dans les années 50, le milieu offensif a commencé sa carrière très jeune et a joué quasiment 10 ans dans le club de Sarajevo. Déjà largement au-dessus des autres en termes de conduite de balle, de dribble et souvent buteur avec son club, Sušić porte rapidement le maillot de la sélection et se fait particulièrement remarquer avant et durant la Coupe du Monde 1982. C'était lui le joueur clé de cette belle équipe yougoslave, éliminé malheureusement dès le premier tour. Quelques mois après la compétition, le joueur rejoint le Paris Saint-Germain et dès ses premiers matchs, le Parc des Princes comprend rapidement quel genre de phénomène vient de débarquer dans la capitale. On est en 1983, finale de Coupe de France contre le FC Nantes. Ah, Sušić qui a bien éliminé à Doncor là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh, le but! Oh, extraordinaire but de Safet Sušić. Décidément, nous sommes gâtés sur le chapitre but.
Avec à ses côtés des joueurs comme Luis Fernandez, Mustapha Daleb et Dominique Rocheteau, le numéro 10 fait des merveilles avec le PSG, notamment lors de ce match contre la Juventus en 84, où le joueur semble marcher sur l'eau. Le PSG remporte même le championnat de France en 86 pour la première fois de son histoire. Mais Sušić, c'était aussi un joueur plutôt irrégulier, un joueur qui ne faisait pas beaucoup d'efforts défensifs et qui choisissait parfois ses matchs, un caractère qui pouvait forcément énerver certains. Sa fête Sušić s'inscrit parfaitement dans ce style de milieu offensif à la Francescoli ou à la Juan Román Riquelme, des génies balle au pied capables d'illuminer un match par leur simple talent, des esthètes du football loin du palmarès des stats et de tout ce qu'on peut calculer. Un peu nonchalant parfois, même en championnat, à pas jouer tous les matchs, à être bon quand il avait envie de l'être. Pour moi, c'était un des top joueurs au monde à son époque, qui aujourd'hui le serait encore. Il était phénoménal. C'était véritablement un monstre, quoi. Bon, si vous voulez juste une petite stat, Sušić est impliqué dans 188 buts en 344 matchs avec le PSG et il est resté pendant longtemps le meilleur passeur de l'histoire du club, dépassé depuis par André Di Maria. Le Yougoslave a passé 9 saisons au PSG avant de finir tranquillement sa carrière au Red Star en 92, 2 ans après son dernier coup d'éclat en sélection et un quart de finale de Coupe du Monde en Italie. Safet Sušić a été élu en 2010 par France Football comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG et en 2012 comme le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Liga. L'histoire de Paul McGrath est aussi passionnante que tragique. C'est l'histoire d'un défenseur désigné meilleur joueur de première division anglaise en 93, presque 15 ans après avoir passé plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes en 79, Paul a 20 ans et fait figure d'espoir du football irlandais, mais va souffrir d'une très grosse dépression de plusieurs mois, durant lesquels il ne parle plus. Cloué dans son lit d'hôpital, les médecins émettent l'hypothèse qu'il ne pourra plus marcher de toute sa vie. Mais Paul va se battre et Paul va revenir. À peine 3 ans plus tard, en 1982, après une première saison réussie dans l'un des plus grands clubs de Dublin, Paul McGrath signe pour Manchester United. Bien remis de tous ses problèmes psychologiques, le défenseur se révèle dans le nord de l'Angleterre, mais a du mal à enchaîner les saisons complètes, la faute à des blessures au genou, qui l'empêchent de montrer tout son potentiel. On retiendra de son passage là-bas quelques grands moments, notamment son match XXL contre Everton en 85, lors de la finale de la FA Cup. Après plus de 200 matchs joués en 7 saisons avec les Red Devils, l'arrivée sur le banc de nouveaux joueurs et surtout de Sir Alex Ferguson, qui ne comptait plus vraiment sur lui, pousse le défenseur à se faire transférer. In the case of Paul, I couldn't accept the way that Paul lived his life, and that was it really. Le club d'Aston Villa, champion d'Europe 7 ans plus tôt, mais bien en galère depuis, fait de Paul McGrath sa seule et unique recrue estivale. Le joueur va complètement transformer l'équipe, qui va passer de la 17e à la 2e place de première division. Le défenseur devient rapidement le patron des Lions, il impressionne tout le monde, les fans et les joueurs eux-mêmes, qui le désigne en 93 comme le meilleur joueur du championnat. McGrath ne va pas s'arrêter là évidemment, et va réaliser en 94 2 matchs monstrueux qui vont faire toute sa légende. Le premier contre Cantona en finale de la Coupe de la Ligue, le deuxième contre l'Italie à la Coupe du Monde. 2 matchs où sa combativité, son courage, mais aussi sa classe et sa technique ont marqué les esprits. Aston Villa va d'ailleurs gagner cette Coupe de la Ligue, et l'Irlande, à la surprise générale, va se défaire de l'Italie, l'un des grands favoris de la compétition. Voilà pour la carrière de Paul McGrath, un défenseur bourré de talent parmi les plus doués de sa génération, et parfois bourré tout court. Did you ever find yourself drunk on the pitch then, playing? Yeah, most definitely. Really? Yeah, I've played. I know for a fact I played against Alan Shearer drunk, and I played against Duncan Ferguson drunk. L'un des meilleurs footballeurs irlandais de l'histoire aura souffert de gros problèmes à son genou, mais aussi de sérieux troubles d'alcoolisme, ayant joué plusieurs fois des matchs en état d'ébriété. Pas toujours bien dans sa peau, alors que c'était un joueur fantastique, idolâtré par les supporters de Villa. Il a avoué plus tard avoir fait plusieurs tentatives de suicide, notamment après son départ de Manchester. L'histoire de Paul McGrath montre bien que la santé mentale, en plus de la santé tout court, joue un rôle clé dans la réussite d'une carrière. Et malgré tout ça, Paul aurait épaté tout le monde par sa lecture du jeu, ses grosses qualités défensives, et en même temps par une certaine élégance sur le terrain, plutôt rare pour un défenseur central. Un vrai colosse que tout le monde adorait, avec des pieds en or, mais des genoux en carton. But Paul was an exceptional player. I mean, you could play him anywhere on the field and he would do a job for you. You could play him up front, you could play him in midfield, you could play him at the back. Paul was one of those players that any manager in the world would have had in the team.
On finit cet épisode avec un joueur issu d'un autre pays dont on ne parle pas très souvent. Jorge Alberto González, surnommé Marico González, et vous allez vite comprendre pourquoi, est un joueur salvadorien qui a passé le début de sa carrière au pays avant de faire les beaux jours du club de Cadiz en Espagne pendant près de 10 ans. On est ici sur un joueur unique, un joueur qui abordait le football pour ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un jeu, un plaisir, une façon pour lui de faire ce qu'il aimait tout le temps, avec le sourire. Forcément, González était donc un dribbleur, un joueur spectaculaire qui tentait tout ce qui lui passait par la tête, pourvu que ça fasse un effet et que ça plaise au public. Capable de jouer devant, sur l'aile, en 10 ou au milieu parfois, le Salvadorien était un superbe joueur de football qui a marqué pas mal de buts aussi, notamment via des petits piqués bien sentis. Aussi impressionnant qu'il était humble, simple et très loin du star system que le football était en train de devenir, Marico González n'a pas gagné grand chose, il a toujours refusé les offres des grands clubs car il aimait la ville de Cadiz et voulait simplement ne jamais partir. Il y a eu quelques championnats salvadoriens, il y a eu une petite Ligue des Champions de la CONCACAF et c'est déjà la fin de la liste. Mais bon, c'est pas du tout ça le plus important. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer ou pour ceux qui connaissent déjà son histoire, vous savez que quelqu'un a déjà dit: pour moi, il y a un autre joueur aussi grand voire plus grand que Pelé, c'est Marico González, un phénomène. Il est meilleur car nous venons de la planète Terre et lui vient d'une autre galaxie. Ce quelqu'un qui a prononcé ces paroles plus que dithyrambiques, c'est Diego Armando Maradona. La verdad que tuve la suerte de jugar con él con Argentinos Juniors, con el Barcelona. Era único porque si uno quería imitar al Mágico González no podía. Y es una gran persona y un jugador excelente. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro. Les deux joueurs ont d'ailleurs disputé un match ensemble en 84 sous les couleurs du FC Barcelone, mais l'expérience catalane du Salvadorien s'était arrêtée là. Peut-être parce que le club était trop professionnel pour quelqu'un qui voyait le football comme un plaisir et pas vraiment comme un boulot. Me considero una persona normal, me gustan los niños como es lógico, me gusta también divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones. Lui aimait l'alcool, les soirées, la danse, l'Andalousie comme terrain idéal, et parfois le football pour émerveiller tout le monde et rappeler durant quelques matchs, souvent les plus importants d'ailleurs, l'immense joueur qu'il était. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de mettre en avant des joueurs qui auraient pour certains largement mérité un vrai compte de foot. Il y a un gardien, 2 défenseurs et plusieurs numéros 10, j'ai essayé de faire un partage plus ou moins équitable. Si vous avez des idées pour un autre épisode, vous pouvez les mettre évidemment dans les commentaires. Comme à chaque fois, il y a toujours des bonnes idées et ça m'a d'ailleurs bien servi pour ce 2e épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. Nous on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.